1945, c'est la débâcle pour les nazis. Les Alliés mènent la danse et s'apprêtent à franchir la frontière occidentale de l'Allemagne. Mais quelque part au sud du Reich hitlérien se cache une menace inconnue. Les Alliés craignent la présence d'une dernière poche de résistance nazie dans les Alpes. En termes stratégiques, c'est l'endroit idéal pour se défendre. Ce sont des montagnes élevées, c'est un terrain très difficile. Il est quasiment impossible de livrer bataille avec des chars. Les Alliés ne sont pas habitués à ce type de région alors que les Allemands sont aguerris. Ils ont de nombreuses unités d'élite de montagne. On savait qu'il y avait de nombreuses troupes SS en Autriche, donc on était dans l'incertitude. Dans ce climat d'incertitude, les Alliés voient leurs pires craintes se confirmer. La Suisse, pays neutre, borde la partie allemande des Alpes. Le chef des services secrets américains à Berne, Allen Dulles, reçoit un rapport terrifiant. Il laisse entendre qu'une troupe d'élite est en train de se regrouper dans les montagnes. Une branche fanatisée, emmenée par des officiers arborant une tête de mort sur leur casquette, les impitoyables Waffen-SS, s'apprêterait à mener une guérilla sans merci depuis une forteresse dans les Alpes. C'est bien parce que les montagnes de Bavière et d'Autriche se prêtaient parfaitement à la guérilla que cette idée terrifiante, car c'était un vrai cauchemar pour les stratèges militaires alliés, que cette idée terrifiante a vu le jour. Cette idée terrifiante qui cristallise les pires craintes des forces alliées, la voici. Une Alpenfestung, ou forteresse des Alpes, qui s'étendrait jusqu'au nord de l'Autriche. Défendue par plusieurs milliers d'hommes prêts à livrer un ultime combat jusqu'à la mort pour la patrie. Le doigt sur la détente d'un effrayant arsenal d'armes secrètes cachées dans des recoins inaccessibles. À l'époque, en janvier 1945, ils ne savaient pas à quoi s'attendre en entrant en Allemagne. Et ils avaient été pris par surprise lors de la bataille des Ardennes, la contre-offensive allemande de décembre 1944 qui les avait pris au dépourvu. Donc il subsistait des interrogations. Certes, ils avaient gagné la guerre, mais seraient-ils capables de traverser le Rhin? Y avait-il des armes secrètes cachées quelque part? Y avait-il une contre-offensive en préparation? Ils étaient dans l'incertitude. L'incertitude et la crainte des fameuses armes miraculeuses sont légitimes. Les Allemands ont en effet déjà développé les missiles balistiques et les avions à réaction. Et les ingénieurs planchent toujours sur d'autres armes encore plus effrayantes et dévastatrices. Les Alliés ont préféré être prudents et partir du principe, connaissant la personnalité d'Hitler et le fanatisme des SS, et sachant que les SS contrôlaient probablement toute l'Allemagne, qu'il fallait se préparer au pire. Et le pire, c'était la forteresse des Alpes. C'était le pire scénario que les Alliés puissent imaginer, et il fallait s'y préparer. Des tunnels et des bunkers ont déjà été construits dans des anciennes mines de sel. Aujourd'hui encore, les vestiges de cette hypothétique forteresse alpine restent bien cachés. Un réseau de galeries près de la ville autrichienne de Salzbourg devait abriter le QG de la forteresse nazie. Ces tunnels sont également utilisés pour construire des avions et des fusées à mesure que les bombardements alliés réduisent les usines conventionnelles allemandes en cendres. C'est ici, si on en croit le plan de la forteresse, qu'aurait dû se trouver le haut commandement SS sous les ordres d'Himmler. Les documents d'Himmler à Berlin étaient déjà emballés et prêts à être expédiés. Le complexe s'étend sur plus de 6 km² et le plan prévoyait 22 km². En plus de construire des bunkers sous terre, les Allemands concentrent leurs forces à la surface. De hauts dignitaires nazis se rassemblent dans les Alpes.
Ernst Kaltenbrunner, bras droit du Reichsführer SS Heinrich Himmler, retourne dans son Autriche natale et s'installe dans une villa surplombant la ville thermale d'Altaussee. Himmler le nomme commandant en chef des forces armées pour tout le sud de l'Europe. C'est lui qui doit coordonner la contre-attaque nazie depuis cette région qu'il connaît bien. Il était en charge de la police secrète et politique. C'était donc une figure importante de la Waffen-SS. Un autre SS autrichien très influent attend son heure dans les Alpes. La présence du lieutenant-colonel et chef de commando Otto Skorzeny semble renforcer l'hypothèse d'une forteresse alpine. Otto Skorzeny était autrichien de naissance. C'était un personnage étrange qui n'avait aucune formation militaire, mais qui a eu suffisamment d'intelligence pour se hisser dans la hiérarchie SS. À cette époque, en avril 1945, il commandait les forces spéciales, les unités de commando SS. Et il avait réussi à rapatrier du front de l'Est 2 de ces unités jusqu'en Autriche pour qu'elles constituent le noyau dur des forces de défense de la forteresse des Alpes. La frontière entre la Bavière et l'Autriche est une région dont le sous-sol possède déjà tout un réseau d'anciennes galeries de mines. Certaines ont été agrandies et utilisées pour fabriquer des armes. La ville de Schwaz abrite d'anciennes mines d'argent autrichiennes près de la frontière allemande. Un de ces puits s'enfonce profondément dans la montagne et nous replonge au cœur du cauchemar nazi. Ce monde souterrain, sombre et humide, est en général interdit au public. À 2 km sous la surface, ce qui reste de la structure de béton et d'acier d'une usine d'aviation souterraine est en train de se désagréger lentement. Des morceaux de métal rouillé jonchent le sol pierreux, des parties d'avions rongées par la corrosion, abandonnées là avant que les ouvriers n'aient eu le temps de les assembler. Tout le complexe est resté en l'état depuis qu'il a été abandonné à l'époque, après l'explosion. Les ouvriers ont juste eu le temps de partir. Il y a encore des choses sur les chaînes de montage. C'est vraiment incroyable. Cachés sous terre, loin des menaces des bombardements alliés, les anciennes galeries de mines représentent l'endroit idéal pour construire des armes. Notamment une nouvelle génération d'avions dont les nazis espèrent qu'ils repousseront les Alliés qui sont en train d'envahir le Reich. Voici les restes de l'un des tout premiers avions de chasse à réaction de l'histoire, le Messerschmitt 262. Près de 1500 ont été construits, mais seulement quelques centaines ont pris part au combat. Les Allemands ont également développé un bombardier à réaction. Hermann Göring, le commandant en chef de la Luftwaffe, avait imposé à l'industrie de l'aviation le projet dit des 3 x 1000. Un avion capable de voler à 1000 km/h et de transporter 1000 kg de bombes sur une distance de 1000 km. Et à cette époque, ça représentait des exigences quasiment insurmontables pour un constructeur. Les ingénieurs allemands ont déjà relevé un autre défi de taille. Ils ont développé le tout premier missile balistique longue portée, le V2. Le Reichsführer SS Heinrich Himmler fait partie des nombreux dignitaires nazis qui ont visité le centre d'essai des V2 à Peenemünde. Plus d'1 millier de missiles ont été envoyés sur la Grande-Bretagne. Capables de s'élever à plus de 80 km d'altitude, ils représentent le summum de la technologie aéronautique de l'époque. Les V2 sèment la terreur et la destruction.
On estime qu'ils ont fait près de 3000 victimes. Lancés depuis des rampes mobiles, ces missiles représentent un danger supplémentaire dans le cadre d'une forteresse alpine. Et les nazis planchent également sur un autre projet encore plus terrifiant, une version à plus longue portée du V2 baptisée Fusée America. Ces armes dévastatrices sortent tout droit des cerveaux d'ingénieurs nazis tels que Werner von Braun. L'étau des Alliés se resserrant autour d'eux début 1945, les Allemands expédient les chercheurs et leurs usines à l'abri dans la forteresse des Alpes. On a dit à von Braun d'aller dans les Alpes. Il a reçu l'ordre officiel de quitter Peenemünde. Nous ne nous sommes pas enfuis, mais on nous a demandé de rejoindre la forteresse des Alpes au sud de l'Allemagne. On n'y a jamais cru, mais l'objectif était de continuer à construire des V2 sous terre. Les Allemands ont peut-être l'avantage technologique, mais ils sont en infériorité numérique en termes d'avions, de chars et de soldats. Leurs terrains d'aviation et leurs usines sont tombés aux mains de l'ennemi. Au centre de l'Allemagne, les Alliés découvrent les restes d'une autre arme miraculeuse, un terrifiant chasseur bombardier aux allures de chauve-souris, partiellement en bois. Il avait l'air élégant, efficace, rapide, redoutable. C'était une configuration et une forme inédite. Une technologie futuriste, un avion de chasse à turboréacteur, plus rapide que tous les appareils alliés. De plus, le Horten H9 est partiellement constitué de contreplaqués imprégnés de carbone, ce qui le rend quasiment indétectable au radar. Il s'agit probablement du tout premier avion furtif de l'histoire. Les frères Horten espèrent que leur avion pourra à terme transporter une bombe d'1 tonne. Si les Allemands avaient eu le temps de lancer la production des Horten 9 et qu'ils les avaient équipés de roquettes pouvant être utilisées contre les bombardiers, ce qui était tout à fait possible, puis qu'ils les avaient envoyés au combat en nombre suffisant, ils auraient été plus rapides que les avions à hélice alliés et ils auraient eu un impact significatif sur la partie aérienne du conflit. Les avions conventionnels sont pour l'heure en train de gagner la guerre, mais la possibilité que les Allemands puissent contre-attaquer depuis les Alpes amène un changement de tactique. Les menaces potentielles, comme les ingénieurs qui travaillent sur les fusées, doivent absolument être empêchés d'atteindre les Alpes. Le général Eisenhower craignait un dernier baroud d'honneur de la part des nazis, dans les montagnes du sud de la Bavière et de l'Autriche. Il a décidé de couper l'Allemagne en deux pour empêcher la Wehrmacht et les SS qui se trouvaient au nord du pays d'aller vers le sud, en Bavière et en Autriche. Eisenhower change la direction de la principale poussée alliée et envoie des troupes vers les Alpes au sud. Il a peur que les nazis rassemblent du matériel, des munitions et des hommes dans la montagne. Cela affecte directement la stratégie alliée. Combien de temps faudrait-il pour venir à bout de 300 000 nazis armés jusqu'aux dents et cachés dans la montagne? Personne ne le sait. Les ingénieurs nazis venus des bords de la Baltique échappent à la poussée alliée et parviennent jusqu'aux Alpes. Ils représentent un atout précieux qu'il faut absolument mettre à l'abri dans les baraquements des Gebirgsjäger, les troupes de montagne. Les SS avaient prévu de tous nous installer dans ces baraquements. Ils voulaient nous réunir tous au même endroit. Mais il aurait suffi d'une seule bombe pour tuer tout le monde. Donc le commandement SS a préféré nous répartir dans tout le pays. Les spécialistes des fusées ne sont pas les seuls biens précieux à mettre à l'abri dans les Alpes. La Reichsbank, à Berlin, a été bombardée.
L'or, les devises et autres réserves ne sont plus en sécurité dans la capitale. Ce trésor, d'une valeur de plusieurs centaines de millions de dollars, est envoyé vers le sud. Je crois que c'est la seule fois de l'histoire qu'une telle fortune a été réunie, que des richesses d'une valeur aussi incalculable se sont retrouvées concentrées au même endroit, au même moment. La majeure partie de l'or de la Reichsbank sera retrouvée par les Alliés dans une mine abandonnée. Mais un petit pourcentage a disparu à tout jamais. On trouve encore des vestiges nazis dans les tunnels, les mines et les lacs alpins qui bordent la frontière au sud de l'Allemagne, et d'aucuns sont persuadés qu'une partie du trésor nazi se trouve encore cachée quelque part dans cette région où les disciples les plus fidèles d'Hitler avaient prévu de bâtir leur forteresse alpine. De nombreuses légendes qui circulent au sujet de l'or des nazis reposent sur de prétendus témoignages directs datant de la fin de la guerre, dont certains ont malgré tout un parfum d'authenticité. Plusieurs témoins auraient aperçu un convoi de mules à flanc de montagne dans les Alpes en pleine nuit. Des gens du coin, qui n'avaient rien à voir avec toute cette confusion causée par la guerre, ont compris qu'il se passait quelque chose. Ma mère en faisait partie. C'était une jeune fille à l'époque. Et après avoir fini ses corvées à l'étable, un soir, elle a vu un convoi de mules qui gravissait un chemin. Un détail qui l'avait frappé, c'est qu'il y avait une mule blanche dans le lot. La mère d'Eva Sturm a surpris ce qui devait être une opération secrète, le transport de centaines de lingots d'or d'une valeur de plusieurs millions de dollars. Mais le secret est vite éventé. La rumeur de ce mystérieux convoi de mules aperçu en pleine nuit se répand comme une traînée de poudre et le butin sera lui aussi finalement retrouvé par les Américains. Je crois que les rumeurs ont commencé à circuler parce que des ouvriers forestiers avaient vu les sacs. Donc, le secret n'était pas si bien gardé. Beaucoup de gens avaient remarqué quelque chose. Les rumeurs et les légendes circulent encore aujourd'hui sur des trésors qui n'auraient jamais été retrouvés. Dans les villages alentours, on raconte que certains sont devenus soudainement riches après la guerre. Ces histoires attirent une nouvelle génération de chercheurs d'or dans la région de la forteresse des Alpes. Il y a quelque chose. Là, ça dépasse nos compétences. Il nous faut un expert. Une équipe de déminage confirme qu'ils ont eu raison d'être prudents. Jürgen et ses amis chasseurs de trésors viennent de découvrir une cache de grenades à fusil non explosée. La piste de l'or nazi se prolonge vers l'est, jusqu'aux lacs et montagnes pittoresques de la région du Salzkammergut, près de Salzbourg, en Autriche. L'endroit devait également faire partie de l'Alpenfestung. Et ici aussi, les légendes sur les trésors cachés sont légion. Il y avait aussi des devises et des objets de valeur apportés par les SS et le ministère des Affaires étrangères. Tout le monde avait fait évacuer ses richesses personnelles, si on peut dire, dans la région. En plus de l'or, des œuvres d'art inestimables volées à des collectionneurs privés, des églises ou des musées sont expédiées dans les Alpes. Hitler avait l'intention d'exposer les pièces rares sur lesquelles il a fait main basse dans un musée spécial à Linz, sa ville natale, en Autriche. Mais craignant la défaite, il préfère les mettre à l'abri dans les mines de sel du Salzkammergut. Mais tous les trésors ne nécessitent pas l'atmosphère à l'oxygène raréfié de la mine. Les magnifiques lacs de cette région, classés patrimoine mondial par l'UNESCO, ont un attrait supplémentaire. Ils auraient servi de dépotoir pour l'or nazi. Le Salzkammergut a été surnommé la poubelle du diable.
On y retrouve régulièrement des souvenirs datant de la guerre. Comme par exemple, cette pancarte qui annonce fièrement « Les nazis aiment fréquenter la maison » et qui devait probablement orner l'entrée d'une auberge locale jusqu'à ce que ce type de publicité soit passé de mode en 1945. L'une des histoires de trésors nazis les plus fascinantes concerne le profond lac de Toplitz. Un fermier du cru aurait raconté avoir été réquisitionné en pleine nuit pour aider les SS à jeter de lourdes caisses remplies d'or et de dossiers secrets nazis au fond du lac. Ces prétendus témoignages déclenchent une véritable ruée vers l'or de plongeurs rêvant de dénicher un trésor. Mais les lacs des Alpes sont dangereux et au moins 2 personnes trouvent la mort en fouillant les eaux sombres de Toplitz qui recèlent des pièges et des obstacles cachés. Pourtant, tous ces risques n'auront pas été vains puisqu'en 1987, Gerhard Zauner, un plongeur originaire de la région, remonte un incroyable butin des profondeurs du lac. On a jeté les lingots au fond du lac, puis on les a remontés. On nous les a confisqués et 3 jours plus tard, ils se sont rendus compte que ce n'était pas de l'or. La trouvaille n'est en effet qu'une farce malicieuse et les lingots d'or ne sont en fait que de vulgaires morceaux de bronze, mais le canular de Gerhard Zauner fait sensation. On nous les a rendus, mais les médias se sont emballés. On a retrouvé de l'or dans le lac Toplitz. Ça a fait le tour de l'Europe. Les faux lingots sont exposés aujourd'hui dans sa boutique de plongée, aux côtés de tout un bric-à-brac d'objets nazis retrouvés au fond du lac. Ces trouvailles vont de la médaille au canon anti-aérien, mais il n'y a pas d'or. Pourtant, on a bien trouvé des richesses d'un tout autre type dans le lac Toplitz. Dans les années 80, le biologiste Hans Frick s'aventure dans les profondeurs du lac à la recherche d'un trésor naturel. Le scientifique va y découvrir un ver jusqu'alors inconnu, mais ce n'est pas ce qui fera les gros titres. Les eaux du lac cachent en effet un autre secret de guerre. On y retrouve des liasses de fausses livres sterling parfaitement conservées dans l'eau boueuse et dénuées d'oxygène. C'est la 2e fois que l'on retrouve des billets britanniques dans le lac Toplitz. Je savais que les Autrichiens étaient censés avoir passé le lac au peigne fin lorsqu'ils avaient repêché le corps d'un plongeur allemand en 1963. Donc ça m'a étonné de retrouver encore autant de billets dans le lac. C'est peut-être ce que contenaient les caisses qu'un fermier prétend avoir vues lorsqu'il aurait aidé les SS à les jeter dans le lac. On a également retrouvé des planches à imprimer, dernier reste des tentatives nazies de sabotage économique. Ils voulaient déstabiliser l'économie britannique, son système monétaire. L'objectif de cette fausse monnaie était de provoquer une inflation en Grande-Bretagne. Les faux billets ont été fabriqués au camp de concentration de Sachsenhausen. Quand on ne les force pas à jouer les faussaires, les prisonniers doivent travailler dans des usines de missiles souterraines. Comme à Dora-Mittelbau, un camp situé à Nordhausen, non pas dans les Alpes bavaroises, mais au centre de l'Allemagne, dans le massif montagneux du Harz. Lorsque les Américains libèrent le camp, il ne reste que quelques survivants. Les ingénieurs pour lesquels travaillaient ces ouvriers esclaves ont fui vers le sud pour rejoindre la forteresse des Alpes. Dans les souterrains cachés au cœur des Alpes, comme ce tunnel près de Salzbourg, les nazis continuent de faire travailler leurs esclaves jusqu'à la mort. Une plaque commémorative et de nombreux graffitis témoignent des horreurs qu'ont subies les prisonniers dans ces tunnels, aujourd'hui fermés au public et oubliés de tous. Des prisonniers polonais, italiens et français, venus du camp voisin de Mauthausen,
faisait partie de ces travailleurs esclaves. Seule une poignée d'entre eux a survécu, et ils sont bien peu nombreux aujourd'hui à pouvoir témoigner de ce qu'a coûté en vies humaines l'illusoire forteresse des Alpes. Ils viennent aujourd'hui honorer la mémoire des victimes de Mauthausen. Le prêtre autrichien Johann Gruber qui faisait passer de la nourriture et de l'argent aux prisonniers avant d'être démasqué. Le père Jacques, prêtre français envoyé au camp pour avoir tenté de sauver des enfants juifs de la déportation. Aucun des deux n'a survécu. Jean Monin, un autre détenu, a quant à lui échappé de peu à la mort. J'étais dans une baraque de crevards. Là, je sentais, j'ai dit, je vais mourir. Et il a pu me faire remonter. 3 jours après, je remontais au camp central. Il m'a planqué dans un bloc pendant une dizaine de jours. Et ça a été la libération du camp. Et je faisais 38 kilos quand j'ai été libéré. Voilà. Mauthausen vient s'ajouter à la longue liste des horreurs que découvrent les Alliés et les Russes à mesure qu'ils pénètrent plus avant dans ce qui reste du Troisième Reich. Le régime nazi responsable de la mort de millions de personnes est en ruine. Craignant de devoir affronter une poche de résistance nazie lors d'une ultime bataille dans une forteresse alpine, les Alliés ont coupé les routes vers le sud et ont envahi la Bavière. La 7e armée américaine pénètre au cœur du fief nazi historique et marche sur Nuremberg. Cette cité médiévale, théâtre des grands rassemblements hitlériens, a été dévastée par les bombes, comme la majeure partie de Munich. La capitale idéologique du nazisme arbore des graffitis révélateurs. Camps de concentration, Dachau, Buchenwald, j'ai honte d'être allemand. Mais bien peu ont osé parler lorsqu'Hitler était au pouvoir, et des millions de victimes en ont payé le prix. Dachau est le premier camp de concentration mis en place par les nazis. Les survivants sont libérés. Les bourreaux deviennent les victimes, pourchassés et sommés de répondre de leurs actes. D'autres, comme Adolf Eichmann, qui a joué un rôle essentiel dans l'organisation de la solution finale, battent en retraite vers l'Autriche. Un ancien officier qui a travaillé sous les ordres d'Ernst Kaltenbrunner, chef de la sécurité du Reich, se remémore une promenade au bord de l'eau en compagnie d'Eichmann. Il s'est plaint de ne pas avoir été reçu par Kaltenbrunner et que celui-ci lui avait fait parvenir un rouleau de souverain, des pièces d'or anglaises, par un adjudant. Eichmann m'a dit « Je n'en ai rien à faire de ça. J'ai ce qu'il me faut. Je veux des ordres sur la marche à suivre. » Il était l'un des rares à croire à l'existence de la forteresse alpine. Les Alliés approchent prudemment de ce qu'ils pensent être cette fameuse Alpenfestung tant redoutée. Au sud de l'Autriche et en Italie, les forces allemandes capitulent. Le temps presse pour les responsables nazis qui espèrent encore livrer un ultime combat ou échapper aux représailles. Les Alliés poursuivent leur progression vers les montagnes, où les forces nazies se préparent peut-être à une dernière bataille. Pour certains hauts dignitaires du Reich, comme Adolf Eichmann, il n'y aura pas d'Alpenfestung dans lequel se cacher. Il est capturé, mais parviendra à s'enfuir plus tard. D'autres, comme l'adjoint de Himmler, Ernst Kaltenbrunner, agitent la menace d'une forteresse des Alpes pour négocier. Ernst Kaltenbrunner a compris que la guerre était finie et il a voulu sauver sa peau. Alors il a commencé à parler de la forteresse alpine et du risque d'une dernière bataille. Il savait que les Américains et les Anglais voulaient en finir au plus vite avec la guerre.
Donc, il lui fallait faire croire à l'éventualité d'une contre-offensive pour pouvoir dire ensuite « Elle peut être évitée. Si vous m'aidez et que vous me protégez, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour éviter cette dernière bataille. » Kaltenbrunner fait partie de ces nombreux criminels de guerre qui pensent pouvoir négocier et ne pas avoir à payer pour leurs crimes. Karl Wolf avait participé à la déportation des Juifs d'Italie vers Auschwitz. Il fallait qu'il donne une contrepartie pour sauver sa peau. Et donc, il a proposé aux Alliés de leur fournir la clé de la forteresse des Alpes. Une fois dans les Alpes, les Alliés comprennent qu'il n'y a pas de forteresse, pas de fanatiques prêts à livrer un ultime combat avec des armes miraculeuses. Le problème, c'est que pour avoir une forteresse, il faut en bâtir une. Il faut du temps pour construire des fortifications, des tranchées, des bunkers, des abris, etc. Il était beaucoup trop tard. Mais même si on veut partir de l'hypothèse qu'elle existait, il était absolument impossible qu'ils tiennent plus d'un jour ou deux de combat. Pour certains dignitaires nazis, la forteresse alpine n'est qu'une ruse pour leur faire gagner du temps et échapper à la justice. Plusieurs SS, qui auraient dû être pendus, ont fini leur vie en coulant des jours heureux. Voilà le résultat de la négociation. Ces SS qui ont donné quelque chose qu'ils n'avaient pas ont réussi à échapper à la justice. D'autres personnalités allemandes s'empressent de négocier avec les Alliés. Des ingénieurs spécialistes des fusées, dont Werner von Braun, le père des missiles V2, qui ont causé la mort de milliers de civils innocents, se voient offrir une nouvelle vie aux États-Unis pour continuer leurs travaux. Ça ne lui a posé aucun problème, et à moi non plus. Je voyais bien quels avantages il y aurait à pouvoir continuer à travailler sur les fusées aux États-Unis dans de bonnes conditions, alors qu'il ne se passerait plus rien en Allemagne pendant de nombreuses années. Les Allemands n'ont plus assez d'hommes ni assez de matériel. Mais ils ont surtout perdu la volonté d'organiser une quelconque résistance dans les Alpes. La Wehrmacht et les Waffen-SS étaient battus en avril 1945. Il n'y avait plus rien à faire. Il y avait de la résistance à l'ouest du Rhin, mais plus vraiment à l'est. Il y avait des poches de résistance en Hongrie de la part d'unités SS, mais pas en Autriche. Rien n'avait été préparé. Il n'y avait pas de forteresse. Il n'y avait rien. Que des lacs tranquilles, une belle région montagneuse sous un beau soleil de printemps. Dans le calme qui suit la chute spectaculaire du Troisième Reich, les nazis les moins connus, comme Adolf Eichmann, passent entre les mailles du filet. Mais il n'y aura pas d'échappatoire pour l'extravagant chef de la Luftwaffe, Hermann Göring, qui s'est également enfui vers le sud. Son goût pour le flamboyant ne se limite pas à ses uniformes sur mesure. Le Reichsmarschall est un fervent collectionneur d'art. Mais les trésors artistiques des hauts dignitaires nazis comme Göring ou Albert Speer proviennent de sources douteuses. Ironie du sort, certains de ces chefs-d'œuvre finiront cachés en Autriche, le pays même où ils ont été volés à des collectionneurs juifs après l'Anschluss de 1938. Ils avaient mis sur pied un système organisé d'expropriation sous le terme d'arianisation, qui consistait à enregistrer les propriétés et les biens des Juifs d'Autriche pour ensuite, de manière systématique, les spolier de leurs richesses. Les collections d'art faisaient partie intégrante de ce processus de spoliation. Et les marchands d'art allemands venaient s'approprier de manière systématique et par la force les œuvres des marchands d'art ou des collectionneurs juifs. Des milliers d'œuvres d'art destinées au Führermuseum d'Hitler
seront retrouvés cachés dans une mine de sel en Autriche. L'adjoint d'Himmler, Ernst Kaltenbrunner, est lui aussi débusqué de son refuge dans les Alpes. Jugé pour crime contre l'humanité, il est pendu en octobre 1946. D'après plusieurs sources, on aurait retrouvé de grandes quantités d'or cachées dans sa villa près d'Althausee. Le chef de commando SS, Otto Skorzeny, est également capturé, lui aussi en possession d'un véritable trésor. Il a été interrogé par le service de contre-espionnage de l'armée américaine. Et durant l'interrogatoire, il a visiblement omis de mentionner les richesses qu'il s'était appropriées. De nombreuses légendes circulent au sujet de ce lieutenant-colonel de la Waffen-SS. L'une d'elles prétend qu'il aurait été envoyé en France à la recherche du Saint Graal. Bien qu'il ait admis avoir revêtu l'uniforme américain lors de l'opération Greif, il garde la vie sauve et une immense fortune d'après certains. Skorzeny avait reçu un véritable magot des mains de Joseph Spasil, un administrateur SS haut placé qui avait reçu l'ordre de prendre contact avec lui. Il lui a remis une énorme quantité d'argent qui a disparu. Cette énième légende autour d'un fabuleux butin de guerre nazi fascine les chasseurs de trésors aujourd'hui encore. Otto Skorzeny et ses hommes ont été cantonnés quelque temps près du lac autrichien d'Ödensee. On y a retrouvé des traces de leur présence dans la vase. J'ai relevé les emplacements de toutes les sources souterraines ici pour le service hydrographique. C'est un vrai lac de tourbière. C'est là que j'ai trouvé cette bague. L'anneau à tête de mort SS a probablement été jeté dans le lac au moment de l'approche des Alliés. Mais peut-être a-t-on jeté autre chose dans les eaux de l'Ödensee. Un témoignage parle d'un mystérieux trésor jeté au fond du lac. Un forestier nous a raconté qu'il y avait une cabane à cet endroit et qu'un haut gradé SS était venu chercher la clé, puis qu'ils avaient sorti des caisses de la cabane, qu'ils étaient allés au milieu du lac et avaient tout balancé. Mais on n'a rien trouvé parce qu'il y a trop de vases. C'est difficile de trouver quoi que ce soit. Le lac d'Ödensee a un fond relativement plat, recouvert d'une épaisse couche de vase capable d'engloutir un objet lourd, comme une caisse remplie de lingots. Mais c'est également une réserve naturelle et la plongée y est strictement verboten. Une permission est néanmoins accordée pour y effectuer des fouilles. Avec un bateau équipé d'un radar dernier cri. Et d'un traceur GPS qui enregistrera avec précision la position de tout objet trouvé dans la boue. Une image radar du fond du lac révèle une forme carrée dans la vase. S'agit-il de l'or d'Otto Skorzeny? Le service des eaux et forêts n'est guère impressionné et interdit toute fouille supplémentaire. Le scepticisme est également de mise chez certains historiens. C'est une légende alimentée par des fantasmes à la Indiana Jones. Ça ferait un bon scénario pour Hollywood, c'est certain. Mais ça n'a rien à voir avec l'histoire, avec un grand H. Nous savons que les nazis ont essayé de cacher de l'or, mais il a été très vite retrouvé. Mais les rumeurs sur le butin de Skorzeny ont la vie dure. Si des lingots d'or ont bien été jetés au fond du lac, ils ont probablement déjà été récupérés et dépensés. Après la guerre, le chef de commando SS, Otto Skorzeny, quitte définitivement son Autriche natale et finira sa vie dans l'opulence. Skorzeny est resté dans un camp de prisonniers de guerre pendant environ 3 ans, je crois. Mais il a fini par s'évader et il s'est volatilisé.
Puis il a refait surface en Espagne en 1950, plus riche qu'il ne l'avait jamais été. Otto Skorzeny a été interviewé dans sa maison de Majorque en 1973. Sous le joug du dictateur Franco, l'Espagne est à l'époque un véritable refuge pour les nazis non repentis. C'est le devoir d'un soldat de prolonger le combat et de tenir tant qu'on lui donne l'ordre de le faire. Quant à savoir si c'est judicieux, c'est à l'histoire d'en décider. Nous n'en sommes pas encore là. En ce qui me concerne, je ne regrette rien. Vous referiez la même chose aujourd'hui? Je peux vous assurer que je referai exactement la même chose et de la même manière aujourd'hui. 2 ans plus tard, ce fumeur invétéré meurt d'un cancer du poumon. Ses camarades nazis saluent sa mémoire par un salut hitlérien. Skorzeny emporte tous ses secrets dans sa tombe. Ça fait aussi partie de la légende, selon laquelle d'anciens SS se seraient installés à Madrid et seraient devenus millionnaires grâce à l'or nazi. C'est très peu probable. Il est impossible qu'il ait transporté 2 tonnes d'or dans ses valises jusqu'à Madrid. Autour de la ville allemande de Garmisch, dans les Alpes, la chasse aux trésors nazis continue. C'est ici, en juin 1945, que les Américains ont retrouvé plus de 700 lingots d'or pur. Le butin est évalué à plusieurs centaines de millions de dollars. Aujourd'hui, il ne reste plus qu'un trou creusé dans le sol. Pourtant, les chasseurs de trésors espèrent encore trouver un autre filon aussi juteux que celui qui a été déterré par les Alliés. Tous les biens qui ont été retrouvés ont été transférés à une commission alliée spéciale. On a retrouvé de nombreux trésors dans les années 40, mais il y en a énormément qui ont disparu, volés pour la plupart, ou peut-être toujours cachés quelque part. Et quelqu'un les retrouvera peut-être un jour. C'est une éventualité qui continue d'attirer les chasseurs de trésors aux abords de la région de collines et de lacs qui auraient dû former la forteresse des Alpes. Mais cette Alpenfestung n'était qu'un mythe. Il n'y a jamais eu de forteresse, ni d'ultime combat héroïque dans les montagnes d'Allemagne et d'Autriche. Et tout comme cette forteresse n'a jamais existé, les histoires qui circulent sur l'or nazi ne sont rien de plus que des légendes, ce qui n'empêche pas certains acharnés de fouiller la région dans ses moindres recoins. Les lacs allemands et autrichiens abritaient de nombreux vestiges nazis. Des tonnes de détritus ont été retrouvées dans les eaux profondes du lac Toplitz. Des bombes, des mines et des fusées, mais pas de caisses remplies d'or. Ça n'a pas de sens de cacher un trésor au fond de l'eau, parce que ce serait impossible de le récupérer. Donc il est plus qu'improbable qu'on retrouve un jour quoi que ce soit dans un lac autrichien.